we're focused on being successful in the playoffs. We want to win it all. Give him switch. Good, here we go. I love it. Good. I think the playoffs are going to be very good. There's some great competition out there and seeing some unbelievable games and performances by players. When the lights get brighter, his game is even better. Hey, it's all here right now. Come on. I'm really excited because the playoffs kind of show you what you're made of. Fans, this is what we are waiting for now, the postseason. We've definitely come a long way and we're gelling really well. Go hustle, boy. Let's go, G. We're out here on the brink of completing a season. It's just all good. We want to go out there, play our best basketball, and make some noise. That's our goal. Let's go, White. That's why we got here. That's why we work so hard. We're not content. We have much bigger goals. We still have a lot yet that we want to do. A lot of things aren't where they were when we ended off the season. And I think the playoffs are going to be more open than we think. Find that rhythm. Keep going. We see a different level of competition. It's just two totally different intensities. Everybody's excited about what's at stake. Anything can happen in this situation. Advance the teams to the playoffs. I cannot wait. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Let's see if they deploy and get into the three game right away. Joe Harris with it. Harris guarded tightly by Lowry off of the foot at Temple. Scooped up by Norm to the rim with a slam dunk. 24 for 24. Bonsoir à tous ou bonjour si vous écoutez ce retour sur le match entre les Raptors et les Nets, match 2 de ce premier tour de playoff demain matin. Si vous l'écoutez demain matin, bonjour à tous. Cette victoire 104-99 avec le coach Étienne. Coach Étienne, oui. Quel match! Ça y est, là on a vraiment trouvé un vrai match de playoff avec de l'intensité défensive et du suspense jusqu'à la fin. Quel est ton sentiment un peu sur ce match? Ouais, bon déjà salut à tous. Je suis content de vous retrouver. Effectivement, on a eu un match serré. On a jusqu'au dernier quart-temps pas su si on allait pouvoir passer ce deuxième tour. Nous, on l'a passé avec les Toronto Raptors. Donc, on est plutôt content de ce côté-là. En termes de résumé de match, c'est quand même un match compliqué. Mais je pense qu'on y reviendra au cours des 20 minutes de cette discussion. On va y revenir tout de suite. On va commencer avec les points positifs. Je vais te laisser commencer. Tiens, on va changer un petit peu l'ordre. Des fois, je laisse un peu l'invité aussi commencer. Quels sont les points positifs pour toi ce soir dans cette victoire des Raptors? Je pense qu'on aura un peu plus de points négatifs que la dernière fois ce soir. Mais pour commencer, quels sont les points positifs pour toi? Une piqûre d'orgueil pour nos joueurs vedettes. Je vois Marc Gasol qui a exprimé énormément de frustration ce soir. Au-delà même de la performance qu'il a eue, je pense qu'une piqûre c'est toujours un point positif, surtout en début de play-off et lorsque son équipe gagne. Donc c'est plutôt bon pour nous pour la suite parce qu'on compte quand même beaucoup sur ce joueur-là. La deuxième chose que j'ai à noter, c'est encore une fois l'énorme performance de Fred VanVleet qui joue 43 minutes ce soir. Il a malgré son évaluation de 1 tenu l'équipe complètement à bout de bras sur le 3e et 4e quart-temps. C'est grâce à lui qu'on a eu l'élan pour repasser au score à la fin du 3e quart-temps et puis d'emmener d'autres joueurs pour gagner le match, suivi à merveille par un Norman Powell qui a été stratosphérique. Et avec des petits coups d'éclat, avec OG Anunoby qui claque un dunk sur le dernier quart-temps, enfin voilà, qui nous remet un petit peu aussi au bout du jour. Donc on a effectivement pour moi retrouvé un petit peu de lumière dans le dernier quart-temps. C'était vraiment agréable de voir l'équipe jouer comme ça. Et voilà, on a compris quand même à un moment donné que même si les Raptors ne tenaient pas les 3 premiers quart-temps, parce que Brooklyn a effectivement extrêmement bien joué, la longueur de banc des Brooklyn Nets ne suffisait pas à battre les Toronto Raptors qui ont réussi à fatiguer du coup leur starter. Et puis dès qu'il sortait Jarrett Allen, dès qu'il sortait Garrett Temple, voire même Caris LeVert, derrière nous on avait vraiment des opportunités même dans notre banc. Et ça c'était vraiment agréable à voir et à confirmer, c'est-à-dire que notre banc est efficace.
Je te rejoins, on va un peu illustrer ça. C'est très simple, si on regarde les 3 remplaçants du côté des Brooklyn Nets, ils sont en plus-minus à moins 18, moins 15, moins 10. Ouais. Donc en fait on voit très clairement ce que tu as expliqué, c'est que le banc des Nets fait chuter le niveau général de l'équipe quand il est sur le terrain, et les Raptors en ont parfaitement profité. À l'inverse, on a Powell et Ibaka, quand ils sont sur le terrain, ils sont à plus 16 et plus 18, et c'est simple, Norman Powell à lui seul, il a quasiment inscrit autant de points que le banc des Nets. Donc ce soir, c'est vrai, un gros coup de chapeau au banc des Raptors on l'attendait, de toute façon, on en parle depuis un moment. Déjà, on n'était pas satisfait dans les matchs de classement de l'apport du banc. Là, enfin, on voit une étincelle avec Norman Powell qui a 24 points, inarrêtable en pénétration. On a retrouvé le Powell qui trouve des angles impossibles sur ses pénétrations, sur ses lay-ups. Il n'a pas été en réussite dans le tir de loin, il fait 1 sur 6. Mais si tu enlèves ce 1 sur 6 à 3 points, il est à 11 sur 17 en général, donc ça veut dire qu'il n'a rien raté tout simplement dans ses pénétrations. Et Serge Ibaka qui fait... il est à 8 points, 6 rebonds. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la défense de Serge Ibaka sur Jarrett Allen. Jarrett Allen, il en a fait voir de toutes les couleurs à Marc Gasol en début de match. Marc Gasol, il n'a pas du tout été dans son assiette. On reviendra là-dessus sur les points négatifs. Mais par contre, Ibaka, défensivement, il a éteint Allen qui faisait un peu ce qu'il voulait quand Gasol était sur le terrain. Allen ne fait pas un mauvais match, il finit avec 14 points et surtout 15 rebonds et 5 sur 9 au tir. Mais la plupart de ces tirs, je pense qu'il les met sur Gasol ou sur des switches. Mais face à Ibaka, il a vraiment été bien défendu. Est-ce que tu as cette même vision ? Non, parfaitement. Et puis, comme au match 1, Jarrett Allen, c'est quand même pour moi une des stars de l'équipe qui nous met beaucoup dans la difficulté. Il faut noter la performance de ce joueur-là, même si on parle majoritairement des Raptors. C'est quand même un joueur qui nous met dans la difficulté. Quand il est sur le terrain, comme tu l'as dit, Marc Gasol est dans la difficulté. Il finit à moins 13 d'éval. Il a des difficultés. Il a 0 sur 2 au tir. Il n'arrive pas à prendre des rebonds. Tous les rebonds sont pris par Jarrett Allen. Qui finit à 15 rebonds à la fin du match. Donc c'est énorme. Donc non, effectivement, je suis d'accord, quand ce joueur-là est sur le terrain, ça pose énormément de difficultés de notre côté, pour notre secteur intérieur notamment. Ouais, et Jarrett Allen également, il y a eu un ajustement de la part de Jacques Vaughn qui a fait défendre beaucoup Jarrett Allen sur les meneurs. Il a beaucoup défendu sur Van Vliet notamment, mais ça on va y revenir dans les points négatifs juste après. Je te demanderai ton avis ensuite, mais les Raptors ont eu beaucoup de mal à prendre avantage des mismatchs justement qui ont suivi le fait que Jarrett Allen défende sur le meneur. On va en revenir après, on va rester sur les points positifs. Je voulais un peu t'interpeller, je voulais te faire réagir sur la défense de zone. Donc la première que tu as signalée, tu en as déjà parlé la dernière fois, la 1-3-1 qui a très bien marché, et également cette 2-1-2, il me semble, que tu as, dont tu as aussi parlé, 1-2-2. Dont tu as parlé sur Twitter, qui au début par contre elle était sur les 2 premières possessions, elle a été catastrophique parce qu'elle amène 2 lay-ups faciles. On a la chance que Luau Cabarro rate son dunk et ensuite le ballon retombe dans le filet, ça fait goaltending. Mais finalement elle a porté ses fruits avec Van Vliet ensuite qui a pris l'attaque à son compte. Quelle est ton analyse un peu de cette défense de Nick Nurse qui a aussi beaucoup switché? Ça on le sait avec les Raptors. Lui aussi il en a parlé. Vaughn du coup a fait la même chose. Du coup on a eu un match où en fait on n'avait pas on était très loin de la vieille individuelle avec chaque joueur qui défend son adversaire. On peut même pas dire qui a défendu sur qui dans ce match tellement ça a changé dans tous les sens. Quelle est un peu ton analyse de tout ça? L'analyse, c'est surtout beaucoup de difficultés à trouver le bon type de défense. Je pense que Nick Nurse d'ailleurs l'a soulevé avec vous lors de la conférence de presse tout à l'heure. Mais concrètement, il y a eu beaucoup d'essais de prix face à la difficulté de gérer Caris LeVert et ça mène à la balle. C'est quand même un joueur qui arrive à pénétrer facilement la raquette, et derrière, une fois qu'il est dans la peinture, même si tu arrives à le bloquer lui, malheureusement il trouve quand même énormément de solutions. Donc pour trouver une solution par rapport à ça, la 1-3-1, la première que j'ai citée, elle est utilisée rarement. Je veux dire, en termes de temps de jeu, elle est utilisée rarement, mais elle est souvent utilisée pour vraiment bloquer
vraiment bloquer en fait cet apport des drives des Nets. Concernant la 1-2-2, j'ai rarement eu l'occasion de voir ce type de défense avec Nick Nurse, mais effectivement ça ressemble un petit peu à un fer à cheval. Si on prend l'image du terrain de basket, le fer à cheval ça se met très proche de la ligne à 3 points et malheureusement si le premier volet est passé facilement et que le deuxième volet met du temps à réagir, derrière il y a des backdoors, c'est-à-dire qu'il y a des démarquages dans la ligne de fond qui vont derrière notre défense et derrière c'est difficile de défendre un lay-up simple ou même un dunk. Donc effectivement, ça a porté ses fruits par la suite et on était vraiment content de voir ça. Mais voilà, je pense qu'effectivement, on a fini par trouver le modèle qui nous convenait, fin de 3e quart-temps, voire même 4e quart-temps. Ouais, on va revenir également sur le match de Kyle Lowry. Kyle Lowry qui s'est rattrapé dans le tir par rapport à son premier match. Lowry finit à 7 sur 14, 3 sur 6 à 3 points. Et surtout ce spin move à un moment qui vraiment fait du bien pour nous donner de l'air, pour faire repasser les Raptors à plus 6 ou plus 7 il me semble dans le 4e quart. Quel est ton regard sur le match de Kyle Lowry ce soir? Il fait que 3 passes, il n'a pas été beaucoup dans la passe. C'est encore Fred VanVleet qui prend vraiment le rôle de meneur avec 10 assists, mais on voit un Lowry à 21 points, 9 rebonds, 2 interceptions, du très bon Lowry ce soir. Ouais, non, Kyle Lowry a été vraiment bon et moi je lui mets surtout mon gros pouce au niveau de la défense. Il a été stratosphérique et à en juger d'ailleurs par la dernière possession du match où finalement grâce à lui, Norman Powell peut intercepter la balle et mettre le dernier dunk du match. Donc non, 21 points, c'est complètement justifié. Moi je trouve que sur ce début de playoff, il brille pas trop sous le spotlight. Ça veut dire qu'on le voit pas tellement dans les meilleurs joueurs, mais le gars vraiment est là en tant que patron. Il maintient son équipe qui a eu un niveau de jeu un peu moyen sur le premier quart-temps. Il a réussi à les maintenir comme il fallait et voilà, quand l'équipe reprend, quand l'équipe va prendre du large, lui il est là pour vraiment rassurer et mettre les points qu'il faut. Donc non, 3 passes aujourd'hui, mais hyper efficace en défense et hyper efficace au rebond, hein. Il prend quand même le plus de rebonds de son équipe. Il a 9 rebonds, donc il a quand même été ultra présent. Très bien. Je pense qu'on est complet sur Lowry. On va finir avec un autre point positif. Moi, j'ai bien aimé le match de Pascal Siakam. Il a été agressif d'entrée. Après, il s'est un peu plus effacé parce que les autres étaient chauds. C'est tout à son honneur de ne pas vouloir prendre le jeu à son compte alors que les autres sont chauds. C'est ça que j'aime bien également avec les Raptors, c'est que en fait, on dit tout le temps, il y a pas de go-to guy, mais en fait, le go-to guy, il change d'un match à l'autre. Et on l'a vu ce soir avec Powell, VanVleet. VanVleet, par contre, qui reste une constance pour l'instant. Siakam qui termine avec 19 points, avec 6 rebonds. Et j'ai vraiment beaucoup aimé son intensité sur la fin de match quand il est revenu. On a terminé. Une chose à noter, c'est que les Raptors ont fini petit. Ils n'ont pas joué avec un pivot. C'est Siakam qui a fini pivot et Anunoby qui jouait en poste 4. Parce qu'on a vu que les deux pivots... Serge Ibaka moins, mais on a vu que les pivots étaient de manière générale en difficulté face à Jarrett Allen. Donc Nick Nurse a pris le pari de finir avec Siakam, Anunoby, pari gagnant. Qu'as-tu pensé du match de Pascal Siakam? Pascal Siakam, je suis vraiment du même avec toi. Je pense que je ne vais pas rajouter grand-chose. Il prend, comme au premier match, les tirs qu'il faut prendre. Il en prend 14, ce qui est quand même une bonne moyenne. Il fait 2 sur 4 à 3 points. C'est lui d'ailleurs qui fait partie des plus gros marqueurs de l'équipe sur le premier quart-temps. Donc ça c'est voilà, il nous maintient à un 33 à 29. Je pense que ça fait partie notamment de l'action de Pascal Siakam sur ce premier quart-temps. Donc voilà, il a pas brillé sur le restant du match. Il a effectivement fait une bonne fin de 4e quart-temps, mais derrière voilà, hein, il laisse la place quand il faut, il fait ça avec humilité, il fait partie quand même des meilleurs marqueurs, il est 4e marqueur de l'équipe avec 19 points, donc voilà. Après il peut effectivement faire de meilleurs matchs. Il a eu une éval de -9, on l'a connu dans un meilleur jour, moins de 50% au tir. Je pense qu'il peut faire mieux, mais je pense qu'effectivement il va rebondir sur la suite des playoffs. Je pense que c'est une certitude même. On va tout de suite embrayer justement ce qui peut expliquer pourquoi Siakam lui aussi a eu un match
pas autant brillant que ça, surtout en deuxième mi-temps où il a moins scoré. Après, les autres ont plus scoré. Quand même, ce soir, 3 joueurs à plus de 20 points. C'est pas quelque chose qui arrive très souvent. On a Powell et Van Vliet à 24, Laurie à 21 et Siakam, il est à 19. Il a raté quelques lancers francs. Il est qu'à 5 sur 9 ce soir. Il aurait pu être largement dans ces joueurs qui ont scoré 20 points ou plus. On va parler du fait, je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, les Raptors ont eu beaucoup de mismatchs qui n'ont pas réussi à prendre. Ils n'ont pas réussi à prendre avantage de ces mismatchs. On a vu Gasol très frustré. Nick Nurse en a parlé après le match. Il a dit qu'il avait pris beaucoup de coups et qu'il y avait beaucoup de petits jeux avec les petits qui défendent sur lui, justement, qui s'agrippent, qui font en sorte qu'il n'ait pas la balle, justement. Comment tu vois ça, toi? Est-ce que c'est à Gasol d'en faire plus? Est-ce que c'est à l'arbitrage aussi d'être plus vigilant sur le fait que on sait souvent que les grands sont pas très avantagés quand ils sont défendus par un petit, ils osent pas trop faire de mouvements car ils peuvent faire des fautes offensives, des choses comme ça. Quel est un peu ton regard là-dessus? Les Raptors ont eu beaucoup de mal. Je crois que le seul mismatch qu'on a vu, c'est un moment la balle sur Ibaka et qui a réussi un petit hook par-dessus le vert. Mais au-delà de ça, les Raptors ont eu beaucoup de mal à exploiter ces mismatchs. Non, très peu de mismatch. Je crois d'ailleurs même qu'il y en a eu plusieurs autres. On a eu un mismatch inverse, c'est-à-dire qu'on a eu Van Vliet qui attaquait sur Jarrett Allen. Ça, c'est le type de mismatch qu'on a pu voir aussi dans le troisième quart. Mais effectivement, pour reprendre à Gasol, c'est énormément compliqué pour lui aujourd'hui parce que les Nets ont été vraiment hyper intenses avec lui défensivement. Je pense pas que ce soit vraiment à Gasol je pense pas qu'il puisse en faire plus que ce qu'il a fait déjà. Je pense effectivement que un peu de la manière dont on a parlé de Pascal Siakam tout à l'heure, je pense qu'effectivement c'est plutôt aux autres coéquipiers sur le côté de briller un peu plus pour pouvoir faire respirer un petit peu plus Marc Gasol. Après, la difficulté qu'on a, c'est que quand t'as qu'un seul intérieur et que tu fais pas jouer les deux en même temps, tu centres quand même vachement plus tes passes, tu fais vachement plus passer tes passes dans le secteur intérieur sur la même personne et il suffit qu'elle soit tout le temps prise, au bout d'un moment, tu sais, ça devient compliqué et la frustration s'est fait sentir assez rapidement de son côté. Donc ça a été vraiment frustrant. En termes de mismatch, ouais, effectivement, on n'a pas été bon. On n'a pas été bon du tout. On n'a pas su prendre rapidement les décisions. C'est-à-dire que même si on jouait les 1 contre 1, on n'a pas pris les décisions rapidement. Donc ça a été compliqué tout au long du match. Mais Ibaka, comme tu le disais, a eu un hook shot, a eu des tirs très intéressants. Les 3 tirs qu'il prend se font, je crois, sur des tirs, des attaques dos au panier, 2 dos au panier et 1 qui se fait en tête de lancer franc. Donc je pense qu'on peut effectivement cibler ces erreurs-là comme tu en as parlé. C'est pas un point négatif, mais on peut quand même tirer un coup de chapeau à ces Brooklyn Nets qui ont vraiment réussi à un très gros match. On voit quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs à 10 points et plus. Ils ont fait un peu un match à la Raptors avec Garrett Temple qui avait fait 1 sur 10 lors du premier match, là qui a 5 sur 11 à 3 points. Une bonne performance, ils shootent. Bon, après, les deux équipes ont été maladroites. Ça a été quand même un match très défensif. Les Nets sont à 34% à 3 points et les Raptors sont à 25,7% à 3 points. Ça a été vraiment compliqué. Et parmi les points négatifs que je voulais souligner aussi, c'est cette réussite au lancer franc. 67% seulement, 19 sur 28. Les Raptors ne se sont pas facilité la tâche en se montrant maladroits dans cet exercice. Non, clairement pas. C'est des tirs qui apparaissent bien trop souvent pour pouvoir les laisser à ce niveau-là. Ça a commencé avec le 0 sur 2 d'Oji Anunoby en premier quart et malheureusement ça a été comme une malédiction. Ça s'est suivi tout le long du match. Mais bon, c'est des momentum. C'est des momentum. Comme on a pu avoir des excellents runs sur le 4e quart, malheureusement on a eu des gros momentum négatifs au niveau de l'adresse. Et ça malheureusement, tu sais, tu peux avoir les meilleurs coachs du monde quand l'adresse y est pas. L'adresse y est pas, tu sais. Ouais, clairement. De toute façon, les lancers francs, c'est quelque chose. C'est comme ça, ouais. Quand il n'y a pas l'adresse, il n'y a pas l'adresse. Ça arrive. Généralement, tu as 1 ou 2 joueurs qui est pas adroit, mais là, c'est plusieurs en même temps. On a Oji qui a 2 sur 4, Pascal a 5 sur 9, Kyle Lowry à 4 sur 6. Kyle Lowry qui rate 2 lancers, ça doit pas être tous les jours non plus. Non. Et Powell à 1 sur 2. Bon, ça a pas été préjudiciable finalement.
Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter sur cette rencontre ? Non, on est vachement dans l'attente de la troisième rencontre. Moi, honnêtement, ce que je peux voir, c'est que avec tous les efforts que les Nets peuvent produire sur ce match-là, parce que voilà, ils font un très bon match. Je pense effectivement que malheureusement, ils sont pas encore au niveau pour battre les Raptors. On ressent énormément l'absence de DeAndre Jordan à l'intérieur parce qu'il serait un super support en combo avec Jarrett Allen. Et puis il leur manque quand même Caris LeVert, il monte bien la balle, mais ça vaut pas non plus un Kyrie Irving. Et puis je pense sincèrement qu'il leur manque quand même leur joueur majeur. Et je pense que ça va être vraiment leur limite. Malheureusement pour eux, c'est vraiment pas l'idéal. Mais je pense effectivement qu'on va sur un sweep parce que ils ont vraiment fait une bonne perf aujourd'hui et ils perdent quand même. Moi, je pense que ça peut ramener une énorme frustration et malgré toute l'énergie du monde, rebondir sur une défaite comme ça alors que tu as tout donné tout le match, j'espère que le match 3 va bien se passer pour eux, mais je pense que ça tournera en faveur des Toronto Raptors sur le match 3 vendredi, je pense. Je crois que c'est vendredi, ouais. C'est ça, vendredi, ouais. Je rejoins un peu. Bon, j'irai pas peut-être jusqu'au sweep. Moi, je leur donne encore une bénéfice du doute sur arracher un match. Mais en tout cas, ce qui est clair, là où je te rejoins, c'est que sur ce match-là, on a l'impression que les Nets sont à fond et on a l'impression que les Raptors sont très loin de faire leur meilleur match. C'est un peu le sentiment qui ressort après ce match et qui montre l'écart qu'il y a entre les deux équipes. Et comme tu l'as dit, en fait, le problème, c'est que Jarrett Allen, il est tout seul dans cette raquette. Il y a personne pour prendre le relais sur le banc des Nets, en fait. Ils n'ont pas d'autres pivots. Et c'est vraiment problématique pour eux. Kuruc, il fait tous les efforts du monde, mais il est plus un handicap sur ce match qu'autre chose pour son équipe. J'en ai même pas parlé. Chaque fois qu'il est seul à 3 points, il rate. T'as l'impression que tu peux le laisser tout seul avec tout le temps du monde, il ne met pas un tir. Et en défense, il galère, quoi. Il y a rien à faire, c'est compliqué. Comme me faisait remarquer Brooklyn Nets FR pendant le match sur Twitter. En fait, ils n'ont pas d'autre solution. C'est juste ça. Donc après, comme il nous disait aussi dans l'avant-match de ce match 2, les Nets, ils sont pas forcément là pour passer ce premier tour. Ils savent de toute façon que l'objectif, c'est de voir quels joueurs pourront être présents la saison prochaine dans cet effectif. Et je pense que quand même, malgré tout, ils ont des satisfactions. On voit un Timothé Cabarro qui est encore très bon. Garrett Temple qui s'est montré ce soir. Caris LeVert, il a été en grande difficulté avec son tir. Il est à 5 sur 22, mais les Raptors ont bien défendu sur lui. Il a fait encore 11 passes, donc il a servi ses coéquipiers. Mais je pense qu'il y a des satisfactions côté Tyler Johnson fait un meilleur match que le match 1. Donc il y a des satisfactions. Ils vont pouvoir faire une revue d'effectifs pour la saison prochaine. Et puis, comme tu disais sur Twitter, la saison prochaine, ça sera une autre affaire, cette équipe des Brooklyn Nets. Ça, c'est sûr. Ah ouais, c'est clair et net. Je pense ils vont être. Ça va être une équipe dangereuse. S'ils ont l'état d'esprit qu'ils ont sur ces playoffs et qu'ils complètent leur roster avec les blessés, aïe aïe aïe. On verra ça la saison prochaine. On va se concentrer sur cette série. Je pense qu'on a bien fait le tour. Merci à toi, coach, d'avoir une nouvelle fois apporté ton éclairage tactique sur la rencontre. Avec plaisir. Et on se dit à vendredi, du coup, pour le match 3, pour analyser ce match 3. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. Et comme on dit tout le temps quand on se quitte, let's go Raptors! Let's go Raptors! Lowry for three. Bang! Oh, it's over! It's over, ladies and gentlemen! La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.